merci beaucoup Muriel pour cette introduction. On va passer à la table ronde numéro 1 et je vais demander à tous nos participants de bien vouloir allumer leur caméra. Donc on a Myriam Oukal qui est présidente du Conseil de la e-santé. On a Pierre-Louis Biaggi qui est vice-président de l'entité digitale et data d'Orange Business. Jean-Christophe Calvo qui est coordinateur de la Commission nationale des systèmes d'information des CHU. On a Antoine Ténière qui est directeur de Paris Santé Campus. Et on a David Senati qui est coordinateur interministériel et à la délégation ministérielle du numérique en santé. Voilà. On va garder simplement vos caméras ouvertes. Muriel, si vous voulez garder votre caméra ouverte, ce sera toujours avec plaisir. Myriam, merci vraiment et merci à tous d'avoir accepté de participer. J'aurais aimé savoir, vous, d'abord, si vous pouvez nous éclairer en quelques minutes sur le Conseil de la e-santé et puis ensuite savoir comment il y avait une connaissance des dispositifs sur le plan de la santé numérique et des projets potentiels qui vont se créer, comment ils peuvent servir fondamentalement à insuffler de la culture et du concret dans le concept de One Health pour, comme le disait Muriel, pour arriver à en faire quelque chose de vivant au sein de la société. Merci beaucoup. Donc, nous, on est une association interdisciplinaire qui réunit à la fois tous les professionnels industriels du numérique en santé, donc des biotech, des startups, un peu de laboratoires pharma, des entreprises de la santé numérique, auxquelles on a adossé des sociétés savantes, des académiques, des médecins, soignants, internes et associations de patients pour valoriser une approche écosystémique du numérique à santé et mieux appréhender aussi ces thématiques-là. Et je remercie Muriel parce que c'était très important qu'elle apporte cette connaissance et pour avoir été au ministère aussi. Je partage tout à fait ces constats et la nécessité de mieux prévenir les prochaines urgences sanitaires puisque 75% des maladies émergentes répertoriées sont issues du coup bien sûr comme Ebola, la grippe aviaire, etc., d'un réservoir animal. Donc, il est nécessaire de valoriser tout ça. Et donc, si aujourd'hui, on fait l'état de l'art de ce qui peut exister comme solution numérique pour mieux appréhender le monde de demain, on peut s'inspirer largement de la crise. Typiquement, à l'occasion de la crise épidémique, on a promu des solutions et le concept du local, donc des solutions numériques globales. Typiquement pour le contact tracing, on avait des solutions qui permettaient sur le plan mondial de communiquer sur les citoyens, les patients, leurs données de santé de façon anonymisée et également aussi sur le plan de l'Union européenne. Et ces apprentissages issus de ces derniers mois doivent maintenant servir à mieux prévenir ces situations. Et je suis convaincue que le concept du One Health peut s'inspirer de ce sujet-là. Donc, d'une part, il s'agit de travailler sur des politiques de prévention. D'autre part, de travailler sur des politiques de formation, et les outils numériques peuvent aussi aider à ça, et de vulgarisation et d'éducation citoyenne à ces concepts-là. Donc, je vais peut-être juste rappeler les innovations qui peuvent être intégrées autour de ce concept. Il s'agit pour moi, et c'est un peu ce que disait Muriel, de passer d'un concept qui paraît un peu ésotérique à son application concrète, et pour que ça soit intégré de façon interdisciplinaire au-delà de la prise de conscience commune entre l'écosystème de la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale. Il s'agit de créer des plateformes communes pour mieux comprendre les relations écosystémiques et pouvoir partager aussi de façon appliquée les solutions qui peuvent être développées, mais également les informations et mieux communiquer. Donc, il s'agit d'abord de développer des plateformes qui permettent de créer une dynamique pour adresser ces enjeux. Et là, typiquement, par exemple, AstraZeneca a développé, notamment par le biais d'Olivier Nataf, une plateforme commune et un collectif commun pour
partager une prise de conscience générale et partager également les questions de santé de One Health autour de ces nouvelles innovations et la promotion d'innovations dynamiques, inclusives, et l'accélération, l'intégration de l'innovation dans l'organisation de la santé, dans l'intégration du One Health pour tous. Donc d'abord, les plateformes, deux, les outils du numérique au travers de la formation, puisqu'on peut voir aussi au travers du concept du One Health que le premier défi est d'ordre finalement culturel. Donc pour permettre aux professionnels des différents domaines de capitaliser sur cette pluridisciplinarité d'action, de réaction, voire d'interaction, on peut voir que la communication est clé et que finalement, pour mêler santé humaine, santé animale, médecins, biologistes, vétérinaires, professionnels de santé, d'autres acteurs de la santé environnementale, mais également aussi tout l'écosystème d'industriels, les formations interdisciplinaires, comme le disait, comme vous l'avez dit également en introduction, est clé. Et donc, pour répondre à ces besoins, bien sûr, il faut un peu s'inspirer des modèles de formation communs. Et donc, il faut créer des outils, des plateformes communes. Ça n'existe pas encore, mais l'OMS y travaille. Et l'Académie de l'OMS de Lyon pourra peut-être permettre de travailler et de se former et de s'upgrader ensemble autour de ces besoins et de ces outils pédagogiques. Et donc, ces coopérations, ces plateformes numériques de formation permettent et pourront permettre de penser une dimension internationale et européenne et offriraient d'excellentes opportunités de diffusion de vision et de formation existantes et à venir, et y compris aussi pour mieux favoriser le décloisonnement de la recherche et penser cette thématique-là sur le plan mondial. Enfin, troisième chose, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est de favoriser par le biais des outils numériques, des outils d'éducation et de vulgarisation, voire de sensibilisation autour de ce sujet-là. On a pu partager, notamment avec Tous Anti-Covid, des outils sur le plan national et partagés de tous, où l'information descendait, mais aussi c'était aussi du bottom-up, puisque les citoyens pouvaient faire remonter aussi les informations. Et on peut largement s'inspirer de ce type d'outils pour promouvoir de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge auprès des enfants pour une prise de conscience globale qui s'inscrit aussi dans une culture scientifique travaillée mais aussi vulgarisée. Et donc, du coup, pour promouvoir cette approche citoyenne large, les outils numériques sont très promoteurs et permettront de compléter à la fois des approches scientifiques, techniques, éthiques, et la santé globale doit s'enrichir de cette approche multiple pour disposer d'un capital humain riche qui mêle citoyens, industriels, agriculteurs, professionnels, mais qui ait une vision commune sur déjà ce que c'est, ce qu'on doit comprendre, les premières choses à mettre en place pour mieux développer la recherche, l'innovation sur cette thématique et promouvoir une ambition forte. Enfin, je terminerai peut-être par deux sujets. Promouvoir une ambition forte de la santé globale passe aussi par une politique numérique qui doit se porter au niveau européen. Et je ne suis pas forcément légitime, mais peut-être que David Senati va pouvoir compléter sur le cloud européen et tout ce qui se développe pour pouvoir partager et communiquer des résultats et travailler sur une meilleure coordination des États membres, comme ça a été le cas à l'aune de la crise épidémique. Et c'est un atout essentiel pour partager cette vision. Et l'approche One Health est aussi un enjeu majeur pour agir autour de ce bien commun. Et je finirai, même si même si c'est un peu une ouverture, travailler sur le concept du One Health, c'est aussi se montrer exemplaire. Et je dirais que promouvoir aussi l'éco-responsabilité dans la santé, c'est aussi un enjeu fort. Donc, intégrer aussi au sein du système de santé cette approche-là
puisqu'on peut voir qu'il y a 700 000 tonnes de déchets chaque année dans le système de soins et des sujets très importants. Donc, promouvoir aussi cette approche au niveau local par le biais des outils numériques, et je finirai aussi par des outils numériques plus propres, comme l'a démontré le rapport The Shift Project. C'est aussi sont aussi d'autant d'enjeux pour valoriser l'innovation et créer des dynamiques susceptibles de promouvoir une innovation en santé qui interagissent autour du One Health. Merci beaucoup, Myriam. Je trouve que c'était extrêmement éclairant d'avoir votre opinion sur la mise en place de ces plateformes et le fait de pouvoir je dirais, les diffuser dans le pays et diffuser de manière globale et de manière locale toutes ces informations, toute cette éducation qu'il faut faire au niveau du citoyen. On verra que dans la politique de la ville, la troisième table ronde, ces points-là vont être des points tout à fait essentiels. Pierre-Louis Biaggi, vous êtes donc chez Orange. Orange, ce n'est pas une entreprise dont le cœur de métier, c'est la santé. D'une certaine manière, on ne peut pas... Myriam parlait d'AstraZeneca, par exemple. On est déjà plus dans le domaine de l'industrie de santé. Mais on sait très bien qu'il y a un fort tropisme pour la santé, pour d'autres secteurs industriels. Et c'est très heureux qu'on n'ait pas un monde industriel ou de recherche qui reste centré sur ses propres objectifs. Vous, comment vous voyez la création ou la mise en place du concept de One Health? Vous avez des clients qui sont aussi bien des collectivités locales, des professionnels de santé, des associations de patients. Vous avez une coupe de la société qui est très, très représentative. Comment vous voyez la mise en place de ces plateformes, de ces outils, et comment vous pouvez accompagner la transformation digitale qui est nécessaire pour faire en sorte que ceux qui sont dans One Health puissent faire travailler le concept de manière concrète? Alors, bonjour à tous, merci Olivier pour cette petite introduction. Alors, Orange n'est pas connu dans la santé, peut-être dans le côté grand public, mais dans le côté B2B, dans le côté entreprise, l'activité santé est une activité majeure pour Orange Business Services, qui est la patte entreprise d'Orange, qui représente quand même un tiers du chiffre d'affaires de tout Orange. Donc moi-même, je suis en charge de cette activité au niveau digital et data, et en particulier, on a une spécialité, une verticale dans le domaine de la e-santé, avec soit de nos ressources propres, soit des acquisitions. Un certain nombre d'entre vous autour de cette table connaissent la société Enovacom, qui est une filiale d'Orange et qui est notre fer de lance dans ce domaine. Alors par exemple, pour vous citer quelques exemples, derrière CIDEP, il y a Orange Business Services et Enovacom qui a fait en 3 semaines l'interopérabilité de tous les systèmes d'information des divers laboratoires pour centraliser et stocker l'ensemble des données de test. Donc, nous les centralisons et nous les stockons et nous les mettons à disposition, soit de façon anonyme à des chercheurs, soit de façon non anonyme au système de santé pour le sujet du suivi des cas contacts. Pour la petite anecdote, le cahier des charges initial était de 400 000 tests par semaine. Je crois qu'au pic de la crise, nous sommes arrivés à 1,2 million de tests par jour. Donc, vous voyez que un des aspects du numérique en santé, c'est sa capacité, à aller vite, et 2, à scaler, enfin à croître. Et je pense que ça, c'est un point important pour ces concepts de One Health qui demandent des réactivités fortes. De même, je crois que Myriam a parlé de Tous Anti-Covid. Derrière l'application que vous voyez tous sur vos smartphones et qui est développée par la société Lunabi, il y a une 50aine d'applications derrière qui sont aujourd'hui développées, gérées par Orange Business Services sous le leadership de l'INRIA et qui sont opérées par Orange Business Services. C'est un travail très important derrière cette application simple qui permet, comme vous l'avez dit, d'éduquer un peu tout le monde. Là aussi, je pense que le sujet de la rapidité et le sujet de la prévention sont des sujets importants dans lesquels la santé numérique peut apporter beaucoup d'atouts, notamment dans ces concepts de One Health. Bien évidemment, tout ce qui est autour de la télémédecine est un sujet important pour Orange. Donc, nous avons investi là récemment dans une société qui fait de la télémédecine d'urgence et qui, là aussi, permet d'accélérer ces sujets-là. Alors,
on est actif en propre, mais on est aussi actif à travers justement des concepts plus larges pour stimuler l'écosystème, dont un des concepts s'appelle Future for Care. Donc, c'est Future for Care, c'est un accélérateur de start-up européen dans lequel Sanofi, Generali, Capgemini et Orange ont investi massivement et qui permet justement de stimuler cet écosystème entre start-up, grands groupes. Nous avons M. Teignères sur le call, là, Paris Santé Campus est plutôt orienté vers le domaine de la recherche, Future for Care est plutôt orienté vers le domaine industriel, mais donc c'est une initiative où nous favorisons justement cet écosystème multiple entre start-up et grands groupes pour développer la e-santé. Alors, j'ai cherché dans les 40 startups ou 50 startups maintenant que nous avons au sein de Future for Care, j'en ai pas trouvé une qui répond complètement au concept de One Health. Donc, je pense que c'est encore un des domaines où, même dans les domaines des startups sont plutôt dans le monde de la santé humaine, plutôt dans le monde de la santé animale, plutôt dans le monde de l'environnement. Il n'y a pas encore une startup qui a même fait ce lien, ou peut-être que d'autres intervenants les connaîtront. Et donc, je pense qu'il y a encore, malgré ces écosystèmes, encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Dernier point, donc Orange Business Services et Orange globalement investit fortement à travers ses fonds dans des sociétés autour de la santé. Donc je pense que voilà, donc on est très actif, et c'est un domaine où je pense qu'on peut amener beaucoup de choses, et notamment, vous l'avez dit, à travers de plateformes de croisement de données qui permettent justement de minimiser cet effet silo. Alors, pour vous donner là aussi quelques exemples, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec, par exemple, le CHU de Rennes, qui justement a un concept de data lake pour mettre en œuvre toutes les données au niveau régional et pour commencer à structurer cette donnée et à l'exploiter. Nous pouvons aussi, je pense que toute la numérisation, la digitalisation des collectivités locales va permettre de générer une data importante. Nous avons nous-mêmes des données, par exemple, où nous utilisons les données de mobile, alors bien sûr de façon anonymisée pour gérer les flux de population, les présences dans un site, etc. Donc, qui peuvent être aussi des éléments très importants justement pour cet aspect épidémiologique. Donc, vous vous souvenez, là, au premier confinement, là, toutes les statistiques de déplacement de population, c'est des statistiques qui ont été données par nos solutions. Donc, je pense que, et dernier point, nous contribuons, je sais que Sébastien Windsor est un de vos intervenants en fin de journée aussi, sur la digitalisation et le Ag Data Hub, le Agriculture Data Hub, là, qui est l'équivalent du Health Data Hub dans le domaine agricole. Nous contribuons fortement justement sur ce sujet-là. Avec Sébastien Windsor et les chambres d'agriculture. Nous apportons des solutions pour gérer ces données-là. Donc, je pense que là, il y a un terreau très favorable avec des plateformes de données multiples et qui vont permettre à des acteurs, soit de la recherche, ou des acteurs industriels ou des acteurs autres, de faire ces croisements de données et de contribuer fortement, je pense, à accélérer le développement des sujets autour de One Health. Voilà, donc je pense que la digitalisation, ce que fait Orange Business Services, c'est aider les collectivités, la santé, l'agriculture, les acteurs du monde animal à se digitaliser, à gérer, à gouverner leurs données. Et je pense que ça va permettre très rapidement de croiser ces sujets-là et d'accélérer dans ces domaines. Merci beaucoup pour cette approche qui est passionnante. On s'aperçoit qu'il y a déjà quand même des choses qui se font sur le terrain, même s'il faut encore les interconnecter. Je vais passer tout de suite la parole à Jean-Christophe Calveau, parce que l'interconnexion, vous êtes coordinateur de la Commission nationale des systèmes d'information des CHU. L'interconnexion entre les hôpitaux, c'est déjà pas quelque chose qui est d'une simplicité absolue. Quand on s'intéresse à One Health, c'est quand on essaie d'ouvrir ça avec d'autres acteurs comme Orange, comme l'INRAE, comme des centres de ressources épidémiologiques, vétérinaires ou autres, ou des centres de recherche dans le domaine de l'agriculture. Comment la population d'un CHU ou sa direction informatique prend en compte
cette modification de son périmètre, je dirais? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui pose encore des problèmes? Et est-ce qu'il y a l'ouverture des mentalités, je dirais, au sein de nos grands hôpitaux pour prendre en compte toutes ces questions? Bonjour à tous. Alors, effectivement, l'informatisation dans les hôpitaux, elle est pas si, alors elle est pas si vieille que ça, finalement, par rapport à l'échelle du numérique ou l'échelle de l'informatique. Quand on fait un petit retour et qu'on regarde dans le rétroviseur, l'informatisation des hôpitaux, elle a fortement démarré, finalement, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus, une quinzaine d'années pour certains, avec surtout un outil central qui est le dossier de collecte et qui est le dossier patient informatisé, qui est vraiment l'outil central de fonctionnement de l'hôpital et qui permet de prendre en charge les patients. Donc ça, quand on regarde, alors il y avait des outils spécialités qui étaient présents auparavant, mais finalement, cette donnée-là, elle est pas si vieille et cette informatisation est pas si récente. Elle a été quand même beaucoup accélérée aussi par des programmes gouvernementaux. À l'époque, on parlait d'hôpital numérique, maintenant on parle d'Open, maintenant on a le Ségur du numérique qui aussi vise à accélérer la transversalité et puis le partage et la circulation de la donnée. Donc aujourd'hui, on constate dans les gros hôpitaux quand même une informatisation qui est très bien présente, mais qui n'est pas encore complète. Ça c'est quand même un premier point. Malheureusement, tous les secteurs, et il y a beaucoup de secteurs dans un hôpital, tous les secteurs ne sont pas encore tous informatisés. On a encore des secteurs qui sont encore au papier. Et puis quand on redescend un cran en dessous au niveau des plus petits établissements, là, on n'en parle pas d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. On a une échelle beaucoup plus courte. D'où la notion de groupement hospitalier de territoire et la loi qui pousse la convergence pour aussi permettre à ces petits établissements un peu d'accélérer le numérique en santé. Donc, mais globalement, je dirais aujourd'hui, l'informatisation et le passage du papier à l'outil informatique, il est digéré. Et les professionnels l'ont plutôt bien accepté et ne reviendraient pas en arrière. L'ont plutôt bien accepté, mais ont une vraie frustration. Parce que ça, c'est aussi un point important, c'est que quand je parle d'informatisation qui a une 10 ou quinzaine d'années, eh ben, on a des outils qui aujourd'hui n'évoluent pas dans la santé. Je parle dans les gros dossiers comme ça, pas les outils de spécialité en mode SaaS ou, qui là se développent beaucoup plus rapidement, mais vraiment des gros ERP comme on peut retrouver avec des dossiers patients informatisés. On a un cycle de développement qui est beaucoup plus long et un cycle de modernisation qui est beaucoup plus long. Donc l'informatique, elle est là, elle est digérée, mais on entend de plus en plus fortement une incompréhension entre le numérique de la vie de tous les jours qu'on a dans la main, qu'on a chez soi, et le numérique qui existe dans les établissements. Donc ça, c'est un gros premier point de vigilance pour aussi amener des outils qui soient modernes et qui soient cohérents et qui soient agiles. Qui soient cohérents, parce que c'est là où je vais arriver sur votre première question, c'est que oui, on a beaucoup d'outils qui sont développés, la télémédecine, de la télésurveillance, et qui permettent du coup de faciliter la prise en charge, et on l'a vu pendant cette période de Covid, tout ce que le numérique a pu permettre et comment l'hôpital finalement s'est transformé extrêmement rapidement pour pouvoir faire face à cette transformation de la santé avec, à un moment donné, on parlait beaucoup de patients respiratoires, donc il fallait créer absolument rapidement, remodeler l'hôpital, remodeler les unités fonctionnelles pour que les personnels puissent travailler. On a boosté la télémédecine, ça a été évoqué juste avant, et ça a permis de continuer à garder un lien avec les patients. Donc le numérique a permis tout ça. Mais quand je parle de cohérence, c'est que du coup, tous ces outils qui sont extrêmement intéressants et qui sont modernes, il faut que ça s'intègre bien. Il faut que ça s'intègre bien, il faut que ça parle bien, il faut que ça soit interopérable, et il ne faut pas qu'on arrive à un millefeuille applicatif. C'est un peu ça le danger, parce que la facilité finalement maintenant de prendre une solution en mode SaaS et de la paramétrer, c'est agile, c'est rapide, mais si on finalement dédouble ou multiplie par je ne sais pas combien des sortes de petits dossiers patients, on fragilise aussi le cœur du fonctionnement de l'hôpital parce qu'on va se retrouver avec, à l'ancienne époque où il y avait les dossiers papier qui étaient dans tel secteur et qui ne bougeaient pas pour aller dans l'autre secteur, et on va se retrouver finalement avec des outils informatiques qui vont faire marche arrière, où on aura un dossier patient un peu alimenté là, alimenté telle ou telle manière. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance également pour s'assurer qu'on propose une cohérence à nos professionnels et qu'on ne les perturbe pas non plus, parce que leur attente, et là je reviens sur ce point-là, c'est d'aller vite, c'est que l'informatique est digérée, mais la charge informatique qu'impose la traçabilité de la donnée, la saisie de l'information,
aujourd'hui, elle est quand même très lourde. Et j'ai pas honte en tant que directeur informatique de le dire. Elle est très lourde, elle est trop lourde. Et il faut qu'on trouve des solutions, et il faut qu'on trouve des solutions avec nos partenaires, parce qu'on voit bien qu'aussi que voilà, cette période de 2 ans de Covid fait que les gens sont fatigués et vont moins accepter à un moment donné de faire 4-5 clics qui avant posaient peut-être moins de problèmes, mais maintenant on n'a plus le temps parce qu'on demande à l'hôpital d'être réactif, de se transformer. En ce moment, on a une épidémie sur l'enfance. Donc pareil, ça bouge tout le temps malheureusement depuis 2 ans et de manière extrêmement vite. Donc il est vraiment attendu qu'on soit agile. Mais cette acceptation, aujourd'hui, on l'a, elle est présente. Et grâce à ça, on a beaucoup de data. Et ça, c'est le point aussi sur lequel je voulais passer un peu de temps. C'est que cette data, aujourd'hui, on a beaucoup de data. Elle n'est pas encore consolidée. Il faut en avoir conscience dans des entrepôts de données. Donc, il y a le Health Data Hub, mais les entrepôts de données de santé, aujourd'hui, la maturité des entrepôts de données de santé n'est pas la même dans l'ensemble des gros établissements. Je ne parle même pas des petits établissements où on n'est pas au stade de mettre en œuvre des entrepôts de données de santé. Mais les gros établissements, aujourd'hui, voilà, depuis 2 ans, on a accéléré. Il y a eu un appel à projet qui est sorti au mois d'octobre avec des financements parce que c'est une nouvelle activité quelque part. C'est des nouveaux métiers. Ça aussi, c'est important dans la transformation de l'hôpital. On a des nouveaux métiers. Maintenant, on ne parle plus d'informaticiens, on ne parle plus de chercheurs. On va parler de data scientist, on va parler de data manager, de data expert. Et donc, cette donnée, aujourd'hui, il faut pouvoir l'accompagner, d'où cet appel à projet national qui est une première étape, mais qui ne va pas être suffisante. Et on y travaille nationalement pour finalement qu'il y ait une pérennité aussi dans ce modèle de financement de la data et des entrepôts de données de santé pour pouvoir à la fois financer la mise à disposition de la donnée et à la fois financer ces nouveaux métiers, ces nouveaux experts dont on a besoin si on veut pouvoir vraiment capitaliser et puis mettre plus facilement à disposition cette donnée. On a parlé d'épidémios, on a parlé de recherche, on a parlé d'essayer de booster le développement aussi des structures qui ont besoin de données aussi à un moment donné pour développer leur algorithme. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est à ce stade-là dans les hôpitaux, une bonne informatisation, pas encore complète, mais majoritairement complète dans les gros, la data qui devient sur la partie entrepôt de données, mais qui aujourd'hui n'est même plus suffisante par rapport à la transformation qu'on va connaître dans les 10 prochaines années des hôpitaux, puisque les grands programmes immobiliers, là aussi le Ségur a fait beaucoup de bien, puisqu'il a permis de valider un certain nombre de programmes immobiliers, des programmes conséquents de reconstruction d'hôpitaux. Et aujourd'hui, la data, c'est le pilotage de l'hôpital. Il est attendu pas d'avoir un hôpital qui se reconstruise de la même manière, mais qu'on ait des hôpitaux intelligents. On parle de smart data, on va parler de green data, parce qu'aussi en termes d'environnement, on va avoir besoin de données aussi pour pouvoir faciliter la gestion des flux, faciliter la gestion des transports. On a parlé de déchets, la gestion des déchets, optimiser les déchets. Dans l'hôpital dont je fais partie, on est en plein dans ce programme immobilier. On est en train de réfléchir à des nouveaux moyens, des nouveaux modes logistiques, et on voit tout de suite l'intérêt, les gains en termes de gaspillage énergétique, mais en termes aussi de pollution. Et on en est aujourd'hui à calculer finalement voilà, les gains de tonnes de CO2 qu'on va économiser en pouvant, grâce au numérique et grâce à un meilleur pilotage des flux internes, des flux patients. On a aussi parlé aussi de géolocalisation. Aujourd'hui, il est attendu que la data soit exploitée en temps réel pour pouvoir aussi faciliter et permettre une gestion numérique moderne et écologique des établissements. Donc, voilà à peu près où on en est aujourd'hui, et ça c'est un enjeu aussi pour nous hospitaliers, puisque le dernier terme qu'on entend déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui va être dans ces reconstructions, c'est le Magnet Hospital. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous hospitaliers, c'est d'être attractif pour les personnels, c'est de pouvoir les fidéliser et de pouvoir leur donner un environnement numérique confortable pour leur donner envie aussi de venir et de rester quand ils sont chez nous. Donc ça, c'est également aussi un enjeu qui est moins environnemental, mais qui est de bon fonctionnement des hôpitaux. Et le numérique doit aujourd'hui permettre de faire ça. Donc voilà, on a une situation aujourd'hui, on est un peu en entre-deux. On a des solutions un peu vieillissantes sur des grosses solutions, des solutions très modernes et très rapides, mais qui doivent rentrer en cohérence pour permettre de bien fonctionner, et des attentes extrêmement fortes et justifiées de nos professionnels pour leur donner l'outil de travail réactif dont ils ont besoin pour travailler, prendre en charge des patients, booster la recherche. Et ça, voilà, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de nouveau, mais la data aujourd'hui va nous permettre de nous projeter là-dessus et de répondre à cet enjeu aussi de One Health, de pouvoir concilier toute cette donnée pour pouvoir répondre à ces différents enjeux de recherche, de prise en charge
et également de transversalité, puisque maintenant on n'est plus qu'hôpitaux, enfin on y était déjà plus, mais là aussi le Ségur a fait beaucoup de bien, puisque la transversalité de la prise en charge des patients dans le cadre de son parcours et le rapprochement des professionnels de ville, c'est la data aussi qui va le permettre. Et aujourd'hui, là-dessus, les outils sont plutôt présents, que ce soit sur des solutions de partenaires ou que ce soit nationalement avec le DMP et mon espace santé. Merci beaucoup. On a une question de notre grand témoin, Muriel. Oui, merci pour ce témoignage. En fait, en vous écoutant, je me disais que c'est pas non plus l'image, enfin, ce que vous décrivez, c'est pas forcément l'image qu'on a de l'hôpital public français. Et on entend là en ce moment beaucoup Mathias Vargon qui a sorti un livre sur le problème des hôpitaux. Quand on va à l'hôpital, on voit bien les vieux ordinateurs, etc. Enfin, je sais pas, enfin, en tout cas, c'est pas cette image-là qui ressort de l'hôpital en France. Donc, ma question, c'était est-ce que vous, justement, pour l'attractivité, pour vous travaillez à ça, en fait, pour communiquer peut-être plus sur tout, à la fois l'enjeu du numérique, qu'est-ce que ça apporte voilà, enfin, parce que je trouve un décalage entre ce que l'on voit de l'hôpital et ce que vous décrivez. Voilà. Alors, je le dis bien, je parle des gros hôpitaux et des CHU parce que dans les plus petits hôpitaux, vous n'allez pas retrouver spécialement ce que je vous décris là. Vous allez retrouver, enfin, si je prends des hôpitaux de mon GHT, on a mis en place un dossier patient informatisé il y a 3 ans. Ils étaient au papier il y a 3 ans. Donc là, vous ne voyez même pas les vieux ordinateurs parce qu'il n'y en avait pas. Ils étaient sur un autre mode de fonctionnement. Donc c'est nous, gros hôpitaux, qui vont tirer ça. Si vous allez sur un CHU, vous allez retrouver des outils modernes. Aujourd'hui, dans mon établissement, on est en train de déployer des surfaces pro pour les professionnels, tels qu'on le voit dans les séries américaines. Mais on est limité dans ce déploiement aussi par les outils non modernes. Quand je dis ça, c'est que notre dossier patient, aujourd'hui, il n'est pas tactile, il n'est pas web. Il y en a qui le sont. Le nôtre, il le sera dans pas longtemps. Mais il y a aussi une limite aussi de nos partenaires qui nous permettrait d'aller plus vite si on avait des outils plus adaptatifs en fait sur cet environnement. Alors, à votre question, effectivement, ce décalage, est-ce qu'on communique? Certainement pas assez. Et c'est un vrai point qui, dans mon établissement, est assez récent, puisque la commission médicale, le président de la commission médicale m'a demandé justement de communiquer avant l'été sur tout ce qu'avait apporté l'informatisation et tout ce qu'on faisait, parce que du coup, on l'oubliait dans le poids de la maintenance et de fait de faire tourner un hôpital 24/24, 7/7. On avait mis un peu de côté aussi le rappel de tout ce qu'on faisait, de tout ce qu'on faisait plutôt bien. Alors, est-ce qu'on le communiquait à l'extérieur? Pas spécialement. C'est vrai que c'est peut-être un point. C'est pas quelque chose qu'on a mis spécialement dans nos priorités. Mais aujourd'hui, dans l'hôpital, il s'est quand même beaucoup transformé. Quand vous regardez sur le numérique, l'argent qui a été mis quand même, enfin les grands programmes type Open, autres, c'est quand même des sommes assez importantes qui ont permis de franchir un certain nombre d'étapes et d'avoir un hôpital qui est plutôt numérique, qui n'est pas Smart Hospital, hein, on n'en est pas là, et en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de références encore de ce type-là, contrairement à des pays qui ne sont pas si loin que ça de nous, hein, qu'on parle de pays nordiques ou même de l'Italie en fonction de certains hôpitaux. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bonne avancée qui a été faite, et on pourra aller beaucoup plus vite avec, alors c'est pas un point que j'ai spécialement cité, mais aujourd'hui, quand vous prenez la situation des hôpitaux il y a 5, 6 ans, 10 ans même, en termes d'effectifs, en termes d'investissement sur le numérique et la situation actuelle, on est sur à peu près le même volume d'investissement et le même volume d'équipe, malgré une informatisation qui, dans les 6 dernières années, s'est énormément accélérée. Donc ça aussi, c'est un des sujets qui nous permettrait d'aller plus vite et de faire encore mieux pour pouvoir être encore plus moderne. Mais aujourd'hui, voilà, la photo que vous avez, elle a quand même beaucoup bougé. Si vous allez dans les CHU, je le concède totalement, quand vous allez dans des plus petites structures, vous allez retrouver avec un informaticien pour faire tourner une structure. Vous n'aurez pas du tout la même vision que celle que je viens de décrire. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je passais la parole à David Senati, qui est coordinateur interministériel à la délégation ministérielle au numérique en santé. Il y a eu un travail, David, qui a été magnifiquement réalisé par cette direction du numérique en santé. On est au tout début dans le domaine, bien entendu, de la santé humaine.
comment vous voyez le développement de ce qui a été réalisé, de ce qui a déjà été mis en place. On peut parler de mon espace santé, on peut parler de tas de choses, mais comment vous le voyez se connecter avec le reste du monde One Health, c'est-à-dire demain, peut-être avertir les patients qu'il y a un risque de grippe aviaire ou qu'il y a une nouvelle zoonose style Covid qui arrive et que, voilà. Comment concrètement on peut arriver à obtenir ça maintenant, c'est-à-dire développer encore plus et au plus près des populations tous ces outils dont on a parlé ce matin. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Merci Olivier pour cette transition. Donc effectivement, je coordonne au sein de la DNS le programme qui s'appelle la stratégie d'accélération santé numérique, qui est un programme d'innovation de 670 millions d'euros, qui est un programme interministériel qui vise à faire de la France un leader en santé numérique en matière d'innovation, de recherche, de formation. Pour répondre à la question sur le lien avec le One Health, différents éléments. Effectivement, il y a au niveau d'information dont vous parlez très simplement, qui peut paraître simple, qui est d'informer la population de risques émergents, d'alerte et de messages de prévention. C'est tout à fait l'objet effectivement de mon espace santé. J'espère que vous connaissez tous mon espace santé. Je ne vais pas vous décrire mon espace santé. Déjà parce que je ne dirige pas le programme, ce sont mes collègues qui s'en occupent, mais parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui communément, je pense, bien connu. Donc, mon espace santé est fraîchement lancé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'utiliser mon espace santé pour faire les messages de prévention touche pour le moment l'entièreté de la population. Néanmoins, vous savez que mon espace santé est ouvert à l'ensemble des citoyens par un principe d'opt-out. Donc, l'ensemble des personnes en France peuvent accéder à leur espace santé. Après, ils ne l'ont pas tous activé. On a publié les chiffres d'activation qui sont plutôt bons, mais tout ça est en progression constante. Pareil pour l'alimentation, et je pense que c'est aussi les messages qui ont été dits auparavant, par M. Calvo notamment, enfin, des sujets du Ségur numérique qui est là pour faire en sorte de fluidifier le partage de données entre professionnels autour du patient, visera aussi à alimenter mon espace santé avec l'ensemble des documents médicaux du parcours de soins qui sont concernés par ce transfert sur mon espace santé. Une fois que mon espace santé aura pris sa totale place, donc c'est-à-dire que à la fois ce sera devenu un réflexe d'accès aux informations de santé pour le patient, on pourra développer des services de plus en plus personnalisés sur la base effectivement de la pattern en fait du patient, la façon dont le patient, son parcours est conçu, la façon dont il a de consommer entre guillemets des services et des produits de santé. On pourra du coup lui pousser des informations adéquates et aller vers lui avec des messages de prévention plus personnalisés et qui pourront également toucher les sujets One Health, bien entendu. Aujourd'hui déjà, mon espace santé met en œuvre des messages de prévention, notamment autour de la vaccination et d'autres sujets, mais on va dire que c'est aujourd'hui assez générique et pas encore personnalisé à la maille de l'individu. Mais c'est évidemment un axe qui est à creuser. Sur le sujet du One Health et de l'innovation, cette fois-ci, je rejoins M. Biaggi. Moi, je rencontre des startups, mais comme beaucoup de mes confrères et consoeurs aussi autour de la table, je n'ai pas vu d'entreprise qui illustre parfaitement, en tout cas à ce jour. Alors, il peut y avoir des sujets, mais alors c'est peut-être un prisme parce qu'ils viennent me voir sur la santé humaine, donc c'est probablement pour ça. Mais je n'ai pas vu beaucoup d'illustrations pour le moment. C'est vrai que c'est une thématique plutôt émergente. Par contre, ce que je souhaitais également vous dire, c'est que donc la stratégie d'accélération santé numérique s'intègre dans la stratégie plus globale qui s'appelle France 2030, qui est la stratégie présidentielle pour faire de la France un leader sur une vingtaine de secteurs d'activité. Et j'ai une consoeur, Nadia Kelev, que vous connaissez peut-être, Muriel, qui est la coordinatrice interministérielle, donc qui est ma consoeur, qui s'occupe de la stratégie maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC, qui, elle, du coup, est en charge plutôt de ces sujets
Et sa stratégie est bien sûr, j'ose l'espérer, en lien avec l'ensemble de ces travaux, ne touche pas le numérique. Donc effectivement, c'est pas le sujet de la table ronde, mais en tout cas, je pense que c'est également une stratégie sur laquelle vous pouvez également aller vous renseigner. Elle est en démarrage, hein, cette stratégie d'accélération, et elle a vocation à s'interfacer davantage avec les actions en matière de recherche, d'innovation, de formation. On parlait tout à l'heure également de transdisciplinarité. Je pense que c'est des sujets qui touchent parfaitement cette stratégie. Nadia serait mieux placée que moi évidemment pour parler de ces sujets-là. Vous parlez tout à l'heure également de formation. Je crois que c'est Myriam qui parlait de formation tout à l'heure et de la nécessité de former des professionnels de santé à ces différents enjeux. Et je citais le sujet du numérique comme un enjeu principal, puisque c'est une des priorités de la stratégie d'accélération. On a plus de 80 millions d'euros alloués à la formation de l'ensemble des professionnels de santé et du soin au numérique en santé. On a, et vous l'avez peut-être c'est passé sous les radars, mais en tout cas lundi prochain, ça sera moins sous les radars, mais on a publié un décret et un arrêté dernièrement qui sont un petit peu révolutionnaires. Dernièrement, c'était le 10 novembre. Qui sont révolutionnaires puisque en un texte, on impacte 12 cursus de formation de professionnels du soin et on rajoute 28 heures de cours en santé numérique sur l'ensemble de ces professions en un texte. On a consulté, c'est une démarche historique, hein, donc l'ensemble de des professions de santé, des 12 professions de santé et paramédicales auront une formation en santé numérique, de l'équivalent de 28 heures de cours, dans 15 domaines, avec 15 compétences associées, dans 5 axes différents autour de la cybersécurité, des données de santé, la maîtrise des outils, notamment de télésanté, etc. Et c'est important de le dire parce que aussi, ça fait également miroir au sujet de cybersécurité, d'hygiène de sécurité nécessaire sur l'ensemble du parcours de soins. Il est évident que quand on ne forme pas des professionnels de santé et du soin au numérique en santé, à l'hygiène de sécurité, à l'utilisation de ces outils et aux enjeux de données de santé, de recherche, etc. Après, tout dépend évidemment de leur spécialité et de la déclinaison des compétences, mais c'est sûr qu'après, on va avoir un mal de chien à rattraper le coup en formation continue, puisqu'on sait très bien que la formation continue, c'est un enjeu bien plus complexe, et notamment le numérique en santé ne fait pas du tout partie, on va dire, des formations que les professionnels de santé choisissent en priorité en formation continue, malheureusement. On va essayer d'y travailler cette année avec les priorités, avec la NDPC et la NFH qui ont fait de leur priorité la santé numérique. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est assez timide. Et donc, on s'aperçoit que finalement, les risques principaux en termes d'hygiène de sécurité au sein des organisations de soins sont parfois aussi les sujets humains et de formation et d'acculturation, de sensibilisation. Et si déjà on s'y prenait dès la formation initiale, peut-être nous aurions moins de difficultés par la suite. Donc ça, nous, on s'y attelle avec la stratégie d'accélération santé numérique. On travaille également avec un programme de recherche qui s'appelle un PEPR. On a un PEPR santé numérique chez nous sur la stratégie d'accélération doté de 60 millions d'euros qui va également traiter de l'exploitation des données de santé multi-échelle, multidimension, c'est des échelles aussi multitemporelles, donc c'est de la recherche fondamentale menée par l'INSERM l'INRIA, où ils vont pouvoir travailler sur l'analyse, la mise au point d'algorithmes autour de données de santé issues de différentes sources. Donc également les sujets One Health pourraient y être totalement pleinement associés, puisqu'il s'agit d'analyser de différentes sources de données à leur disposition, et évidemment les données environnementales et autres pourraient être tout à fait des données pertinentes pour ces programmes de recherche. Également, enfin, je vais me taire parce que je fais un long tunnel là, mais également, on a un gros sujet prioritaire dans la stratégie d'accélération, c'est la démonstration de la preuve clinique des outils numériques. Aujourd'hui, en santé numérique, on a un foisonnement d'outils numériques de toutes sortes. On tend, mais historiquement, c'est le cas depuis de nombreuses années, ça fait 10 ans que je suis sur ce secteur d'activité, ça fait 10 ans qu'on en parle, de la gadgetisation de la santé numérique, pour laquelle il faut lutter contre, entre guillemets, et on est tous alignés là-dessus, et on se parle tous très fréquemment sur ces sujets. La stratégie d'accélération investit 100 millions d'euros sur 5 ans sur le cofinancement jusqu'à 60% des frais, des coûts de l'évaluation clinique des dispositifs médicaux numériques, afin que ces DM puissent se voir du coup subventionner les frais de tenue de ces essais cliniques nécessaires à la démonstration de leurs preuves, leur plus-value clinique médico-économique, afin qu'ils puissent ensuite revendiquer une prise en charge, soit convaincre des organisations de soins de les acheter, soit convaincre, entre guillemets, via un process qui n'est pas si simple que ça, on va dire la puissance publique de le rembourser. Et donc ça, c'est des sujets qui sont nos priorités, puisqu'on ne peut pas penser au développement de la santé numérique pérenne sans formation et sans démonstration de la preuve du bénéfice des outils et du coup du développement de la confiance associée par la formation et l'évaluation. Évidemment, les professionnels de santé et du soin auront davantage confiance dans les outils, vont pouvoir les prescrire, les utiliser de manière plus efficace et les promouvoir. Voilà ce que je pouvais dire, Olivier.
Merci beaucoup, David. C'était très complet et c'était très éclairant, en particulier sur les sommes investies par l'État sur ces stratégies de santé numérique et cette transformation. Antoine a une petite urgence, il va nous rejoindre. Donc, avant que je lui passe la parole, j'avais une question un peu générale comme ça. Il y a une sorte de fantasme, je dirais, dans One Health qui me plaît bien, mais je voudrais savoir si ça fonctionne, parce que c'est pas dans la culture du pays. C'est quand même, One Health va être obligé d'associer des citoyens, des vétérinaires, des médecins, des collectivités locales, des gens extrêmement différents, des entreprises publiques, des entreprises privées. On va arriver à faire travailler ensemble tous ces gens-là, ou quelle est votre perception? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire naturellement? Parce que quand on regarde à l'heure actuelle la réalité du travail, je ne parle pas tout à fait dans la santé numérique, c'est peut-être un point différent, mais du travail entre le secteur privé et le secteur public, par exemple, on a des problématiques de doxa, quelquefois, qui sont assez particulières. Je ne sais pas ce qu'en pense Myriam. Je ne sais pas si je suis la plus légitime pour répondre à cette question, mais je vais dire que pour répondre au sujet du numérique, les outils existent justement, avec ce que démontrait David, pour y répondre, et la prise de conscience commune est présente. Durant la période épidémique en post-crise, on a réussi quand même à réunir pléthore d'acteurs issus des milieux divers, à la fois des syndicats de biologistes, des professeurs, des hôpitaux publics, privés, des vétérinaires, des infirmiers, des industriels, des personnes qui relèvent du CNRS, des consultants dans les innovations, des enseignants-chercheurs aussi autour de l'environnement et du développement durable. Et donc, c'est clair que la volonté est là. Après, ça doit se traduire aussi, comme le disait David Senati, par des politiques interministérielles qui réunissent tout le monde, parce qu'on a pendant longtemps travaillé de façon silotée, et je suis certaine que les nouveaux outils numériques qui permettront plus de coordination, une meilleure connaissance de toutes ces personnes, et finalement d'apprendre à travailler et communiquer ensemble sont assez prometteurs pour répondre à ce sujet-là. Donc, il faut promouvoir des plateformes technologiques, mais après, c'est sûr que ça ne remplace pas l'humain, et qu'au-delà de la prise de conscience, il faut passer à l'action et pouvoir cultiver une approche commune du One Health. Mais je laisse peut-être rebondir les autres. Antoine Tenière est là, donc du coup, il va pouvoir reprendre la parole. J'espère que j'ai répondu à la question, mais peut-être que Muriel est plus, ou David, Pierre, oui, je ou pensais que je ne représente pas le que... ministère, donc peut-être que d'autres personnes sont plus, c'est plutôt ma casquette. Non, c'était très intéressant, au contraire. C'est vrai que pour rebondir sur cette question, je pense que moi, je suis très positif sur, à mon avis, un certain nombre d'initiatives régionales ou locales. Je pense qu'il y a les grandes initiatives nationales qui sont nécessaires, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, entre la digitalisation ou la numérisation des collectivités locales et les systèmes de santé, c'est quelque chose sur lequel il y a une telle demande entre collectivités locales, systèmes de santé locaux, que c'est des choses, alors je ne sais pas, peut-être Jean-Christophe me contredira, mais c'est des choses sur lesquelles je vois, moi, des avancées rapides, et ça va générer globalement l'envie. Après, sur les aspects techniques, plus franchement, à la fois par les programmes nationaux des divers ministères, et puis par tous les systèmes de centrales d'achat, etc., il n'y a vraiment plus de problèmes techniques entre le privé et le public sur ce genre de sujet. Ça fonctionne très bien. Ouais, l'approche locale, je suis complètement d'accord. Oui, je pense que l'approche locale, on le verra tout à l'heure sur l'urbanisation en particulier, c'est vraiment là où il peut se jouer quelque chose d'important. Muriel, vous vouliez prendre la parole? Oui, c'était juste pour rebondir sur votre question, Olivier, sur est-ce que voilà, on va arriver à faire ces approches One Health qui englobent tous les
tous les partenaires, enfin voilà, peut-être pas, mais en fait, enfin, peut-être que c'est pas non plus nécessaire pour tous les sujets. Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'est que si on veut les mener, il faut que ce soit possible. Donc, il faut faire en sorte que ça soit possible. Et je vais vous donner un exemple très récent où on s'est retrouvé bloqué et c'était absolument infernal. C'est le ministère de la Recherche qui nous contacte pour qu'on puisse mener une étude au niveau des élevages, en fait, où des éleveurs avaient été positifs au Covid pour voir si les animaux d'élevage avec lesquels ils étaient en contact étaient positifs, avaient été infectés, etc. Donc, ceci a été fait avec l'ANSES, donc l'INRAE, on a le ministère de l'Agriculture, et quand on est allé pour avoir les données, en fait, des données pour savoir quels étaient les élevages qu'on devait cibler, en fait, on a eu une fin de non-recevoir du ministère de la Santé et on n'a pas pu faire l'étude. Donc, on a reçu de l'argent du ministère de la Recherche, beaucoup d'argent pour faire cette étude qu'on n'a pas pu faire. Donc, ça, c'est insupportable, quoi. Il faut que ce genre de choses ne puisse se faire. Et je pense aussi qu'il faut qu'on puisse à un moment, enfin, dès la formation, que les gens puissent se connaître et se parler. Par exemple, quand j'entends tout ce qui est fait là et que je connaissais pas forcément, eh ben, en agriculture, en sciences animales, il y a vraiment des choses tout à fait similaires, en fait, qui sont en train de se mettre en place, etc. Et que si les gens ne se parlent pas, ne se connaissent pas et ne savent pas ce que les autres font, ben, jamais de la vie ils vont aller travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est ultra important. C'est important aussi la formation, c'est vrai pour les médecins, les vétérinaires, les scientifiques, etc. C'est vrai aussi pour les politiques, parce que les politiques, il y en a très peu qui sont des scientifiques, en fait. Et donc, les former à ça, c'est aussi important. Voilà, donc je pense que on n'est pas obligé de mener ce genre de choses, ce genre de projet qui est quand même qui demande de l'énergie parce que c'est compliqué, il faut mettre tout le monde autour de la table, etc. Mais quand c'est possible, il faut que ça soit possible, justement. Donc, il faut arriver à ce que ces barrières qu'on rencontre tous les jours, elles puissent être relevées, parce que c'est vrai que les grands discours, on aura beau en faire tant qu'on veut, si pratiquement on ne peut pas avancer. Voilà. C'est justement pour ça qu'on fait ce colloque, c'est pour qu'on Oui, sorte des grands discours pour arriver à trouver des solutions concrètes. Antoine, tu es le directeur de Paris Santé Campus. Il y a un rôle de création, de fertilisation du terreau en ce qui concerne la santé numérique dans ton institution qui est en même temps extrêmement tournée vers l'avenir. Comment tu vois justement cette inclination vers du One Health? Est-ce que les entreprises, les startups qui sont hébergées chez Paris Santé Campus vont dans cette direction-là? Est-ce qu'on reste encore sur quelque chose qui est très santé humaine ou très santé animale ou très recherche? Quelle est ta vision concernant justement toutes ces avancées? Merci Olivier. Je suis vraiment très heureux parce que le débat est passionnant. Je crois qu'on a tous acté le sujet, l'importance et puis la prise de conscience qui est maintenant dépassée. Et vraiment, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on mobilise tout ça. Pour ceux qui n'avaient pas forcément ce sujet-là en tête, la crise Covid a été un exemple, je trouve, assez passionnant et puis très illustratif. Quand il s'est agi de faire travailler des laboratoires vétérinaires avec des laboratoires humains, on a bien vu toutes les problématiques que ça pouvait poser parce que les stratégies, les outils n'étaient pas les mêmes, notamment par exemple pour les tests PCR. Quand il s'est agi de faire travailler des résultats sur des populations humaines et sur des populations de visons, par exemple, au Danemark ou en France, on a bien vu les problématiques d'arriver à connecter là aussi à la fois des équipes, des concepts et puis des données. Donc la clé, en fait, elle est dans l'appropriation commune que nous pouvons créer à travers tous ces acteurs. Et donc, effectivement, j'aime beaucoup le vocabulaire que tu as utilisé de terreau fertile, parce qu'on est complètement dans le sujet. L'idée, c'est d'arriver à utiliser ce terreau fertile pour créer des écosystèmes complets qu'on peut tout à fait imaginer au sens naturel.
naturelle ou agriculture du terme, et d'avoir tous ces acteurs qui vont s'enrichir les uns les autres, travailler et vivre en synergie, en collaboration. Et c'est vraiment la vision que nous portons avec Paris Santé Campus et qui dépasse évidemment largement uniquement la santé humaine. Donc on a regardé déjà et travaillé avec quelques startups qui sont dans la santé animale, et puis on est en train de faire des connexions entre les startups santé humaine et les startups dans l'agritech. Typiquement les enjeux de nutrition, les enjeux d'utilisation d'outils ou de produits pour améliorer la production, etc., sont des enjeux qu'il faut regarder à l'échelle de la santé humaine et de la santé environnementale. Et donc, c'est arriver à créer ces espaces d'échange communs à tous les niveaux, à la fois au niveau des entreprises, à la fois au niveau des chercheurs, à la fois au niveau des décideurs ou des institutions publiques. Et on voit qu'à chaque fois, il y a encore, alors peut-être pas des murs, mais au moins des endroits où il faut faire des ponts, faire se rencontrer les gens, faire porter des projets en commun et comprendre comment est-ce qu'on peut arriver, in fine, à avancer vers ce concept je pense qu'on attend tous, de santé globale qui donne une vision large. Et quand on voit, on commence à découvrir petit à petit dans certains secteurs les chiffres qui, pour par exemple les enjeux de santé environnementale sur l'homme, les enjeux d'évolution climatique sur les animaux et donc sur tous les écosystèmes, je crois que l'urgence elle est là. Et donc c'est à nous d'arriver à montrer comment est-ce que ce dialogue il peut se faire. À la fois, évidemment, et je crois que David l'a rappelé, en montrant du côté des pouvoirs publics comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques incitatives, mais également au niveau des acteurs et au niveau des territoires, avoir une logique aussi tout à fait volontariste en disant, voilà, on va créer des initiatives, on va créer des ponts, et puis derrière, ça pourra donner lieu à des pilotes, à des exemples qu'on étendra, idéalement sur le plan international, parce que c'est vraiment cette dimension qu'on doit porter aujourd'hui. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment notre responsabilité à tous de dépasser le stade de constat et puis de se dire comment est-ce qu'on actionne tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Myriam, vous vouliez intervenir? Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Antoine à propos de la fertilisation croisée des acteurs, et également pour les acteurs du numérique, c'est très important parce que aujourd'hui, le One Health, c'est encore très conceptuel, et en plus de ça, il y a aussi une vision de long terme et c'est pas assez palpable. Si on dit aux gens par rapport à la santé agricole que voilà, 75% des terres agricoles aujourd'hui, elles servent à élever du bétail et que du coup, c'est désastreux pour la planète, etc., et qu'il y a de nouvelles solutions qui existent. C'est bien parce qu'il y a une prise de conscience, etc. Et voilà. Et donc, comme disait Antoine, il faut vraiment passer à l'action et ça passe aussi par des collectifs et des lieux d'échange communs. Donc, on sera tous à Paris Santé Campus, j'espère, pour travailler sur ce sujet. En tout cas, chez NIL, on a décidé que ça faisait partie des orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. Et on va à notre modeste niveau, faire le maximum de travail de liaison entre les différents acteurs pour essayer de contribuer à la réussite de cet objectif. Alors, on a une question qui vient de la salle. Christophe Clément Cotus, si vous voulez vous présenter et dire en quelle qualité vous parlez, vous pouvez mettre votre caméra si vous le désirez, c'est plus agréable, et poser votre question avec plaisir. Alors, pour la caméra, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Non, je suis désolé. C'est pas que je ne veux pas me montrer, mais ça ne marche pas. De toute façon, on se connaît puisqu'on a participé avec mes camarades de Numéum, puisque je vais parler en tant que Numéum, donc le syndicat professionnel des industriels du numérique en France. Et donc, oui, on s'est rencontrés, donc on était venus aux États généraux de la santé en région. Oui, tout à fait. Alors, juste un point, donc on a écouté ce qu'en fait, nous, à Numéum, on travaille sur une initiative prospective sur la santé populationnelle. Et donc, j'ai tenu à participer à ce colloque pour savoir exactement ce que c'était One Health. Et en fait, la question, quand on est industriel, par quoi on commence? Et finalement,
à vous écouter, on retombe dans un problème connu. La seule chose qui fera que les gens vont se parler ensemble, c'est qu'ils partagent la même information. Donc, je pense que dans ce concept de One Health, le sujet crucial, c'est la data. Et voilà, donc c'est comment on construit ce système de données qui va permettre à tous les acteurs de communiquer ensemble. Et aussi, le sujet, c'est au niveau de l'investissement, c'est pas 50 millions d'euros, hein. Par exemple, les Anglais sont en train d'investir dans une base, veulent investir dans une base de santé populationnelle. Le budget, c'est 240 millions de livres sterling. Et où ça urge pour nous, industriels français, c'est que le challenger dans cet appel d'offres-là, c'est Palantir. Donc, ce qu'on voit arriver finalement avec ce sujet de la data, c'est de nouveaux acteurs dans le système de santé. Et je pense que si en France, il y a urgence, c'est à s'entendre sur quel plan, quel projet industriel on développe pour répondre à One Health ou à la santé populationnelle, sachant que tout va tourner autour de la data, parce que cette vérité commune, tout le monde la retrouve dans ces données. Voilà. Alors peut-être que David pourrait nous répondre. Est-ce que le niveau européen est aussi un niveau qui va nous aider? Je crois que la stratégie de santé numérique européenne est en marche. Effectivement, après, je suis pas sûr. Enfin, le fond de la question, c'était de dire 50 millions d'euros sur l'appel à projet entrepôt de données hospitaliers ne suffisait pas. C'était ça le sens de la question, en fait. Je ne pense pas que ce soit un sujet européen. Enfin, en tout cas, la question n'était pas sur le sujet européen, je ne crois pas directement. Alors, C'était c'est plutôt de pas. savoir si on allait mettre une rallonge ou pas. Je crois que c'est plutôt ça la Non, question. non, Ah, d'accord. c'est rien à voir avec le. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le projet entrepôt de données santé, parce que 50 millions pour 10 entrepôts, c'est que dalle. Enfin, je veux dire, on ne fera rien. Et surtout que alors, c'est aussi un problème sur l'hôpital en général, c'est qu'aujourd'hui, on privilégie l'investissement, mais on ne fait rien pour développer les coûts de fonctionnement. Comment expliquer qu'on a investi depuis 10 ans plusieurs milliards d'euros et que les coûts de fonctionnement sont restés à 1,6%? Normalement, le périmètre du système d'information a augmenté, on aurait dû augmenter les coûts de fonctionnement. Mais bon, c'est un mystère qui reste à éclaircir. La DGOS n'est pas dans cette salle, je suis vraiment désolé de Oui, vous le non, dire. non, mais donc c'était pour dire que c'était pas. Non, c'est d'une façon générale, l'investissement sur la data, je veux dire, c'est un investissement qui est lourd parce que ça demande de l'expertise. Les data scientists constituent une base de données, faire de l'intégration de données, c'est des projets qui sont extrêmement coûteux. Et je pense que côté Orange, M. Biaggi peut témoigner que, par exemple, pour créer un CRM qui est basé sur l'intégration de données, ça coûte très très cher. Et il faut mettre l'investissement à ce niveau-là. Et en plus, le sentiment, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence. Voilà. Sinon, on ne sera pas la puissance numérique dont rêve le gouvernement français. C'est sûr que la priorité est autour de la donnée, mais enfin, ça dépend d'où on voit le prisme. Donc, je vois bien votre prisme autour des infrastructures, des besoins, des moyens supplémentaires pour faire tourner la machine. Et ça, je ne peux que aller dans votre sens, mais je ne suis pas en charge du budget des hôpitaux et des allocations de l'ONDAM sur les hôpitaux, vous en conviendrez. Donc ça, c'est pas de mon ressort, mais effectivement, le point est pris et de toute manière, on ne fait que le pousser, hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Nous, on sait très bien que, et c'est d'ailleurs pour ça que historiquement, nous, dans la stratégie d'accélération, au tout début du démarrage, nous n'avions pas l'appel à projet EDS, hein, parce qu'on considérait que mettre peu d'argent n'était pas un signal qui était foncièrement le meilleur et qu'il fallait se doter d'une action ambitieuse. Néanmoins, des pressions ont été effectuées pour lancer cet appel à projet quoi qu'il arrive, et donc nous avons trouvé les moyens de lancer cette action avec les moyens dont nous disposions dans la stratégie, c'est-à-dire ce qui restait. Donc c'est pour ça que l'appel à projet est doté de 50 millions d'euros. Mais je tiens aussi à préciser que c'est pas non plus au budget interministériel, c'est-à-dire au budget qui sont aussi alloués. Ce budget de la stratégie, hein, le budget que je coordonne, c'est un budget qui est interministériel, et c'est pas forcément à l'interministériel, c'est-à-dire aussi au MESRI, au ministère de l'économie et au budget du SGPI de financer l'infrastructure des hôpitaux. C'est des débats qu'il faut avoir au sein du ministère avec dans les instances dédiées sur les allocations de l'ONDAM et les frais liés à l'avenir de l'hôpital qui dépassent d'ailleurs le numérique, puisque l'on sait à quel point sujets aujourd'hui budgétaires sont cruciaux au-delà de nos sujets d'EDS.
Donc ça, c'est pas lié à la stratégie d'innovation. En tout cas, le fait, nous, on aimerait pouvoir mettre davantage, mais si vous voulez, la stratégie interministérielle ne finance pas les infrastructures de chaque ministère, sinon on financerait toutes les infrastructures, tous les services publics, et on ne financerait pas l'innovation sur cette base. Mais on sait que c'est un prérequis. Sans ce type d'entrepôt, sans ce type de structure et sans les humains qu'il y a autour, parce que c'est aussi un coût de fonctionnement et des équipes associées, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Calvo, autour des data scientists, etc., et toutes ces compétences qu'il faut réunir, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça qu'on met le paquet sur les sujets de formation, d'attractivité professionnelle, qu'on a quand même alloué un budget pour alimenter la pompe autour des entrepôts de données. On sait que c'est pas suffisant. Il va falloir trouver des budgets supplémentaires pour financer la suite, mais ça peut pas être que l'interministériel qui prend en charge les coûts que devrait prendre en charge le ministère de la Santé. Voilà. Donc, Christophe Calvo, vous vouliez intervenir, puis ensuite Pierre-Louis. Oui, pour peut-être apporter une précision, parce qu'effectivement, vous avez raison, et d'ailleurs David l'a repris, les 50 millions d'euros ne sont pas suffisants, mais sont un point de départ et sont l'aboutissement finalement de beaucoup de discussions et qui ont été faits à différents niveaux. Donc c'est aussi le rôle de la CNSI, qui est une émanation de la conférence des DG, du coup d'animer un peu la DGOS ou autre en fournissant des éléments dont on a besoin. Et en ce moment même, il y a un groupe de travail sur le financement pérenne des entrepôts de données de santé qui est en cours depuis plusieurs mois, de manière assez large, avec beaucoup de représentants qui planchent justement pour voir quel serait le meilleur modèle, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. On sait très bien que l'investissement de départ n'est pas suffisant, puisque vous l'avez cité, la problématique après, elle est d'assumer les charges et d'assumer aussi la masse salariale des personnes pour pouvoir faire de la qualité et remonter de la donnée de qualité. Donc la CNSI travaille, mais travaille avec la DGOS, travaille aussi avec d'autres structures pour voir quel serait le meilleur modèle pour avoir un financement pérenne de l'entrepôt de données. Et on a aussi d'autres groupes sur d'autres problématiques. On n'est pas là pour parler de cybersécurité, mais on est exactement dans la même thématique. À un moment donné, il faut des moyens et on essaie collectivement de trouver des moyens parce que de toute façon, les marges de manœuvre ne sont pas extensibles à l'infini. Mais vraiment, l'appel à projet, pour nous, il est vu très positivement parce que même si l'enveloppe est réduite et qu'elle ne va malheureusement pas financer l'ensemble des lauréats dans cette première vague, c'est un point de départ. Et ce point de départ, il n'est pas neutre. Il est pour lancer la machine et reconnaître que l'entrepôt de données de santé et la data ont un rôle qu'il faut pouvoir soutenir, mais ce n'est pas suffisant et on y travaille vraiment pour arriver à trouver ces solutions avec nos tutelles. Pierre-Louis, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir sur 2 points. Je pense que il y a aussi sur l'aspect financement pour votre données de santé, je pense que tout a été dit, si ce n'est qu'aussi on peut trouver d'autres moyens de financement et notamment, je crois qu'il y a en générant par exemple une propriété intellectuelle qui appartient aussi au CHU et qui peut être monétisée d'une façon ou d'une autre. C'est ce que nous essayons de faire avec le projet IOP et le CHU de Bretagne, c'est une sorte de co-investissement dans ces sujets-là. Et je voulais rebondir aussi sur le point européen. Je pense que le point européen, alors il ne faut pas tout mettre au niveau européen parce que notamment les politiques de santé sont très spécifiques, mais dans le sujet One Health, par exemple, et je pense que Sébastien en parlera, le sujet agriculture est probablement un sujet qui se prête beaucoup plus à l'aspect européen. Et donc, donc l'aspect européen est crucial. Il y a des initiatives type Gaia X, etc., qui essaient qui sont très importantes pour normaliser justement ces sujets autour des infrastructures, mais aussi de la donnée. Il faut y participer en ayant le bon toucher de balle, c'est-à-dire ce qui est vraiment spécifique français, il faut le garder en France, mais il y a des sujets européens qu'il faut arriver à globaliser et c'est important. Je pense que il faut trouver les bons sujets. Alors, on a encore une question. James Goldberg. Question courte, parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde, et après, je voudrais laisser la parole à Muriel pour qu'elle nous fasse son débriefing de cette première table ronde. Merci beaucoup. Je trouve que les présentations étaient... Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Antoine. Je trouve que c'est extraordinaire les présentations au début et pour commencer cette journée. One Health, qui est très importante, mais seul commentaire, parce que je vais être court pour vous faire sourire, c'est la formation et éducation.
Et je pense que si l'éducation commence de plus en plus tôt dans l'école, si l'éducation commence de plus en plus tôt et de plus en plus complet avec vous, toujours intégré avec vous, le privé et le public, pour comprendre, je pense que ça va aider dans l'évolution qui est extraordinairement rapide. Depuis 20 ans, on a attendu et maintenant on est en plein mouvement et que tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui, j'espère que ça sera bien compris par les étudiants du futur, les étudiants généraux qui vont éventuellement investir dans les professions et les étudiants qui sont spécifiques dans les différents métiers. Est-ce que les systèmes d'éducation sont en contact avec vous et est-ce que vous avez les funding et est-ce que vous avez les ressources personnelles pour tout ça? Alors, qui veut prendre la question? Antoine. Dans la notion d'écosystème, évidemment, la formation fait partie intégrante de l'écosystème. David a bien rappelé son importance. La vision qui est portée de notre côté, c'est deux briques essentielles. La brique donnée, et dont on a rappelé l'importance parce qu'elle va permettre justement d'avoir idéalement un langage commun entre tous les experts, toutes les disciplines qu'on va chercher à rassembler. Et puis la brique compétences, qui est absolument essentielle, à la fois pour pouvoir permettre de former aujourd'hui en fonction des besoins qui sont très très importants. Je crois que tous on partage cette préoccupation de savoir comment est-ce que les laboratoires, les hôpitaux, les entreprises vont trouver les compétences nécessaires aujourd'hui, et puis surtout pour anticiper demain et faire en sorte qu'on ait des stratégies agiles qui permettent de faire en sorte que on puisse comprendre les compétences nécessaires pour porter tous ces sujets demain et après-demain et les former rapidement. Et la problématique qu'on a en France n'est pas tant la qualité de la formation qui est reconnue, notamment sur le numérique, mais c'est surtout la capacité à former de façon importante et de façon rapide ces compétences-là, avec un enjeu derrière sur l'attractivité, notamment internationale, qui va être assez challenging. Mais en tout cas, cette vision, elle est posée. Les pouvoirs publics l'accompagnent, les grandes universités notamment sont présentes au cœur des écosystèmes, et donc ces compétences-là, voilà, on les accompagne. Super. Merci beaucoup pour cette précision, Antoine. Oui, je pense que la notion de l'éducation à ce type d'outils et à ce nouveau concept est capitale pour la réussite de la mise en place d'une santé globale. C'est vraiment un échelon qu'il ne faudrait pas manquer et il ne faudrait pas attendre que les étudiants soient en 3e année de fac pour qu'on commence à leur en parler, quoi. À la limite, je pense que la conscience à l'heure actuelle du développement durable et de la cause écologique commence très très jeune et peut-être que les enfants auraient une plasticité intellectuelle beaucoup plus large et avec beaucoup moins de barrières qu'un certain nombre d'adultes qui ont quelquefois une façon de poser les problèmes de manière très, très tranchée, voire assez radicale et ça ne va pas dans le sens dans lequel on voudrait aller avec One Health. Alors Muriel, pour terminer cette table ronde, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce qu'il y a des points forts, des projets qui vous ont intéressé? Voilà, vous avez la parole pour nous débriefer comme grand témoin de cette table ronde. Merci. C'est pas facile, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est d'une part, je ne suis pas du tout spécialiste du numérique, mais enfin, je sais pas si on peut dire mais en tout cas, la table ronde était extrêmement intéressante et vraiment posait bien les enjeux du numérique dans les questions de santé. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est voir toute la richesse des choses qui sont développées. Effectivement, le lien avec le secteur plus, on va dire, agronomique, santé animale, environnement et encore peut-être pas présent ou balbutiant, mais à la limite, je pense que c'est pas très grave. Ce qui est
ce qui est important, c'est que les gens se connaissent, se parlent et puissent prendre les bonnes idées des différents secteurs. Je ne sais pas si une start-up pourrait prendre tous les différents enfin, voilà, les différentes santé ensemble pour développer des projets, etc. C'est compliqué, mais les projets, on va dire One Health, ils sont aussi des projets où il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent ensemble, etc. Donc, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est la communication, le dialogue entre les différents partenaires et les différentes parties prenantes. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut développer parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont que nous, dans notre domaine, on pourrait développer. Il y a beaucoup de choses sur, par exemple, la médecine de précision dans les élevages, enfin, beaucoup de choses qui pourraient être faites. Après, nous, on a un petit souci dans le monde, on va dire, de la santé animale, c'est qu'on a beaucoup de mal à attirer ces compétences-là, en fait, des data scientists, des data managers, etc. C'est pour l'instant un monde qui, enfin, en tout cas, des thématiques qui attirent moyennement. Et puis, en plus, dans le secteur public, évidemment, ils sont certainement beaucoup moins payés qu'ailleurs. Donc, voilà, donc on a quand même du mal, mais c'est quand même dans mon département que je dirige, une des priorités. On a 5 priorités. Une des priorités, c'est de développer les sciences du numérique au service de la santé animale. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais aussi juste rajouter quelque chose sur la formation des étudiants, etc. Dans la stratégie d'accélération maladies infectieuses, alors comment elle s'appelle, maladies infectieuses émergentes, je crois. Et ben, il y a un volet formation là aussi. Et le One Health, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans cette stratégie d'accélération qui est dotée, alors je sais plus exactement combien de millions d'euros, mais voilà, il y a des programmes de recherche, donc un spécifique Présode, un autre plus sur la réponse aux émergences. Et puis, il y a d'autres actions pour développer le partenariat avec le privé. Et il y a une action aussi sur la formation et notamment la création de formations universitaires vraiment One Health. Donc là, les projets ont été remontés et ils ont été évalués et je pense que la création de ces formations va être connue. Donc je sais qu'il y en a enfin je sais pas quels sont les résultats, mais il y a des projets à Lyon, il y a des projets à Toulouse et puis à Paris. Et l'idée, c'était vraiment de mettre ensemble des formations plus vétérinaires, animales, humaines, et puis éventuellement rajouter des spécialistes de l'environnement, voilà, mais à minima de mettre ensemble humain et animal. Donc voilà, donc ça avance petit à petit, mais ça prend du temps, mais vraiment ça. Il vaut mieux construire quelque chose qui. Voilà, il vaut mieux construire quelque chose qui soit stable et sur de bonnes bases plutôt que de lancer des initiatives un peu partout sur lesquelles on perdra du temps. Moi, j'ai envie de passer la parole à Pierre Breton, qui est donc au cabinet de Madame Agnès Firmin-Lebaudot et qui est en charge justement des questions du One Health. Pierre, qu'est-ce que, au niveau du ministère de la Santé, tous ces débats ont pu t'évoquer? Alors attendez, je mets ma caméra. Voilà. Tu peux mettre ta caméra. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est parfait. Super. Bonjour Olivier, merci pour cette matinée de débat toujours aussi intéressante comme tu sais très bien les faire. Plusieurs choses à dire sur le sujet One Health et santé environnement par rapport aux interventions qui ont eu lieu. Déjà, le premier point, c'est effectivement dans le cadre d'un ministère de la Santé et de la Prévention, il semblait assez normal et évident de définir précisément au sein du cabinet
le sujet santé-environnement, planification écologique, dont effectivement j'ai la charge, et je crois qu'effectivement c'est la première fois qu'un conseiller ministériel est entièrement dédié à ce périmètre. Alors avec le lien avec les territoires qui aussi est fondamental sur ce sujet. Alors pour réagir et rebondir à ce qui a été dit, donc dans le cadre du plan national santé-environnement, il y a l'exercice en tout cas de voir quelles sont les interactions entre ce plan et toute la constellation d'actions autour de la santé-environnement. A déjà été fait. Il y a 37 stratégies ou plans d'intervention qui sont associés au périmètre de la santé-environnement. Donc c'est autant de stratégies, autant d'acteurs effectivement qui sont autour de la table, autant d'objectifs. Donc l'exercice, quand on commence à s'intéresser à la santé-environnement de synthèse et de définition, je dirais, des priorités, est quand même très très compliqué et peut-être même impossible à réaliser. Et donc en fait finalement, l'enjeu, il est d'abord effectivement dans la territorialisation des actions, et c'est pour ça que je disais que le lien avec les territoires est important. Et effectivement aujourd'hui, on va beaucoup plus s'attacher à réfléchir à comment faire en sorte que les acteurs locaux puissent se saisir de toutes ces stratégies, de tous ces objectifs au sein effectivement qui sont synthétisés, ou en tout cas qui sont, on va dire, repriorisés peut-être trop faiblement au sein du PNSE à travers leurs plans régionaux santé-environnement et à travers effectivement l'action des collectivités. Alors aujourd'hui, on travaille notamment avec le CEREMA qui a permis de mettre en place une plateforme qui permet aux collectivités territoriales de se saisir de la question de la santé-environnement, de trouver à faire des actions. On a aussi une application qui a été lancée, qui va être bien plus mise en avant qu'au santé, qui permet aux citoyens d'être au courant de son environnement à travers différents paramètres de qualité de l'air, de l'eau, de la qualité de l'air intérieur également, qui est très intéressant et qui appelle à être effectivement nourri, amélioré. Et il y a effectivement le Green Data for Health qui est en train d'être déployé, qui permet effectivement d'amplifier la recherche et la synthèse et la transmission des données sur ces sujets d'environnement. Donc effectivement, le vrai enjeu effectivement sur la santé-environnement, c'est la transversalité, c'est aussi la valorisation de ce qui est fait en fait en matière d'environnement et qui a un impact sur la santé. Et ça, c'est finalement pas toujours très très bien identifié, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les différents ministères ou que ce soit les différents échelons et les collectivités, font généralement de la santé-environnement, en fait, ont une action sur l'environnement qui a un impact sur la santé, et ça, c'est pas forcément identifié. Donc, quand on fait l'exercice de savoir, par exemple, quels sont les crédits mis vraiment identifiés sur la santé-environnement, l'exercice est très compliqué et pas forcément réalisé, et donc on n'arrive pas à voir concrètement ce que la France, à travers donc effectivement l'échelon national et l'échelon territorial, met précisément sur la santé. Alors évidemment, on peut regarder par exemple les 76 millions d'euros qui ont été valorisés, dépensés dans le cadre de la première année du PNSE 4, mais en fait beaucoup plus est fait. Et beaucoup plus peut être fait si on arrive à effectivement faire une prise de conscience, et je pense principalement aux collectivités territoriales, de leur action, de leur impact sur la santé-environnement. Donc là, l'action de ma ministre Agnès Firmin-Le-Bodo, elle commence là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à essayer de faire beaucoup d'interministériels et d'essayer d'être présent au maximum possible sur les sujets qui sont portés par l'environnement. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Première ministre, sous l'impulsion effectivement du Président de la République, a lancé le secrétariat général à la planification écologique. Et donc, ce sont 22 chantiers sur l'environnement, sur l'eau, sur les sols, sur l'air, qui sont coordonnés donc par Antoine Peillon, dans lequel la santé doit prendre sa part. Et donc, effectivement, pour le moment, on a essayé avec ma ministre a participé au lancement des différents chantiers, le chantier de l'eau, le chantier
chantier bientôt, le chantier de l'air. Et c'est vraiment très important pour elle de rappeler en fait que certaines mesures environnementales sont prises, sont faites parce qu'elles ont un impact sur la santé. Et très concrètement, par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu le lancement, enfin la réaffirmation de la stratégie des zones à faible émission, donc par Christophe Béchu et par Clément Beaune, et ils ont tenu, et nous on a tenu également à ce que nous soyons présents au ministère de la Santé pour introduire cette journée face aux 43 présidents de métropoles, maires de grandes villes, pour leur rappeler qu'effectivement les ZFE, la première raison qu'on les fait, même si effectivement c'est quelque chose de contestable, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place avec beaucoup d'impacts socio-économiques, c'est quand même pour la santé et pour l'amélioration au sein des métropoles de la qualité de l'air. Donc il y a vraiment un sujet aussi de faire en sorte de rappeler au niveau national et après au niveau des collectivités territoriales, le lien en fait entre la santé et l'environnement. Il faut réussir à faire la synthèse en fait entre faire comprendre que l'environnement a effectivement un impact sur l'homme, mais l'homme a un impact sur l'environnement et donc les deux ne doivent pas être effectivement opposés, mais être ensemble. Et enfin, du coup, effectivement, pour arriver à ça, donc la formation et la recherche, donc je crois que Myriam, vous faisiez référence à ça et également en introduction à cette table ronde et en conclusion de cette première table ronde. En fait, effectivement, il y a la conférence des doyens, je crois, avec Jean Sylvia, qui a commencé à travailler et qui est sur le point d'aboutir à notamment un MOOC qui se développera au premier cycle des études de santé et en deuxième cycle avec quelque chose de plus précis. Et nous, c'est vraiment des initiatives qu'on a envie de pousser, que ma ministre a envie de pousser pour effectivement renforcer la formation en santé environnement auprès des professionnels de santé. Et là, dès maintenant déjà, je pense que vous êtes également au courant, la formation sur la transition écologique, sur la santé environnement est également poussée au sein de la haute administration. Et en fait, il y a des formations qui sont disponibles, qui sont dispensées aux cadres, aux hauts fonctionnaires et notamment aux cabinets sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment un travail intense de formation à réaliser et nous, on va vraiment s'attacher et notamment avec Antoine Magnan, le conseiller formation recherche, à trouver comment on peut acculturer dès le plus jeune âge les étudiants en médecine et d'autres professions de santé à ces questions de santé environnement. Voilà ce que je pouvais dire sur les premiers éléments et quelle est finalement la position effectivement de ma ministre sur ces sujets. Merci beaucoup, Pierre. Je crois qu'il y a beaucoup de conjonctions d'action et de volonté qui vont dans le bon sens.